Je vous l'annonçais, c'était prévu au titre des 12 lois à examiner pour le compte de cette section extraordinaire de l'Assemblée nationale. La révision du code électoral est intervenue tard dans la nuit du mardi dernier. Aux premières heures même du mercredi, plusieurs dispositions y ont été introduites pour, selon les députés de la majorité présidentielle, renforcer davantage le système partisan afin de parvenir à de plus grands ensembles. Un exemple, le seuil de représentativité pour le siège lors des législatives est revu à la hausse, 20% désormais, et le nombre de parrains à réunir pour une candidature à la présidentielle est passé de 16 à 28, soit 20% des députés et maires. Les débats ont été houleux, très houleux au Parlement, mais le texte a fini par être adopté. Les députés de la majorité présidentielle ont voté presque tous d'accord pour le texte, mais ceux de l'opposition, du parti d'opposition, les démocrates notamment, ont tous voté contre, criant donc au scandale et à l'exclusion. Les autres ne voient pas les choses de la même manière. Normal, chacun prêche pour sa paroisse. Le nouveau code électoral, donc au kaléidoscope de 5 sur 7 matin, c'est tout de suite et maintenant avec en face à face Augustin Renvoy-Bla du parti Union Progressiste Le Renouveau. Bonjour et bienvenue. Bonjour Herman. Comment allez-vous? Tout va bien. Un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. En face de vous ce matin, Soumaïla Sounomboké, il est député du parti Les Démocrates. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. C'est également un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. On espère que les échanges vont se dérouler de façon très cordiale afin que, bien évidemment, les téléspectateurs puissent tirer la quintessence du propos ou des propos qui seront tenus sur ce plateau. Augustin Renvoy-Bla, vous avez été, on va le dire ainsi, dans l'intelligence de la confection de ce nouveau code électoral qui a été adopté au Parlement. Quelles sont les motivations de ces changements parfois, pour certains radicaux intervenus dans le code? Oui, merci bien Herman. D'abord, je dis bonjour à tous les téléspectateurs et lance un appel à tous ceux qui s'intéressent à la chose politique de rester dans une situation d'observation des nouveaux acteurs politiques qui ont décidé de donner une autre orientation à l'animation de la vie politique dans notre pays. Mais avant, je voudrais dire du courage à tous nos frères musulmans qui démarrent une très belle période de Ramadan et que Dieu puisse les accompagner et à traverser cette période de grande prière, que leurs prières suivent inlassablement notre pays dans sa lutte pour le développement. Alors nous avons fait, comme vous l'avez dit, une révision, une modification du code électoral. Et comme je le disais tantôt, depuis nous sommes à la 9e législature et au fil des ans, nous avons toujours travaillé à améliorer les tests qui organisent les élections dans notre pays. Plus jamais dans notre pays, il y aura des tests qui créeront des problèmes, entraînant peut-être des tripatouillages ou des fraudes massives dans les urnes. Le Bénin est désormais un pays pionnier et ça se comprend. Ça se comprend que chaque fois qu'il y a une amélioration des tests dans ce domaine, il y aura des grincements dedans. Et reconnaissons que, comme l'a si bien dit France Anatole, les changements les plus souhaités ont leur mélancolie. Car ce que nous quittons est en nous, est ancré dans notre vie et il faut mourir à une vie pour entrer dans une autre. C'est le résumé très tout fait que je voudrais faire avant d'aller de plein pied dans le débat relatif à cette modification du code électoral. Très bien. Et justement, quelles ont été les motivations de cette relecture? La Cour a demandé ou a souhaité, évidemment, des dispositions bien précises à toucher pour éviter le chevauchement des élections en 2026. Mais on a vu que la majorité présidentielle est allée bien au-delà et a apporté d'autres modifications au code électoral. Non, la Cour n'a pas donné une orientation claire ou une injonction à l'Assemblée nationale. Je voudrais tout de suite vous dire, c'est une mise au point très importante, on ne fait pas de mise en conformité sur une loi en vigueur. La Cour n'a pas pouvoir de demander
à l'Assemblée nationale de faire une mise en conformité sur un document qui est en vigueur. Le code électoral querellé, où notre compatriote Beho a essayé de demander que la Cour voie un peu une disposition qui semble avoir quelques difficultés. Lorsque la Cour rend sa décision, ça peut être un moyen pour nourrir l'activité parlementaire. Et c'est précisément cela. C'est sûr, c'est très important sur cet aspect de la question. C'est sur une loi votée et non promulguée que la Cour peut demander une mise en conformité. Ça, c'est important de le savoir. Alors, nous, députés, nous avons comme activité principale la création de légiférer, la création des lois. Et quand nous finissons de créer les lois, à un moment donné, c'est promulgué. Là, tout de suite, je voudrais dire que nous avons fait une modification de certaines dispositions que vous avez citées d'ailleurs tout à l'heure. Et quand nous avons fini, tout naturellement, l'Assemblée va finir le travail légistique et transmettre au président de la République, qui est libre de promulguer, ou de nous renvoyer pour deuxième lecture, ou encore, de façon totalement facultative, solliciter la Cour comme conseil, pour lui dire, mais est-ce que le texte qui est adopté aujourd'hui, c'est bien et est en conformité avec la Constitution de notre pays. En fait, je voudrais qu'on fasse attention à ces jeux de mots pour ne pas tomber dans des situations qui pourraient nous engendrer d'autres conflits. Donc c'est important aujourd'hui de savoir que désormais dans notre pays, lorsqu'une loi est votée et adoptée au Parlement de notre pays, c'est transmis directement au chef de l'État, qui est libre de demander, je le répète, c'est important, la répétition pédagogique, de promulguer, 2, de demander une seconde lecture au Parlement, et 3, de façon totalement subsidiaire, solliciter la Cour constitutionnelle pour apporter, pour voir si c'est conforme à des dispositions constitutionnelles. Voilà un peu ce que je voudrais dire avant qu'on aille de là. Vous n'avez pas toujours avancé les motivations de la majorité présidentielle dans la modification d'autres dispositions qui étaient attendues ou qui n'étaient pas forcément attendues. Posez-moi des questions. Notamment la question du seuil de représentativité qui est porté désormais à 20%. Et la question du parrainage aussi, c'était presque un contre-pied. Personne ne s'attendait à ce que ces dispositions soient touchées dans la relecture du code électoral. Oui, qui peut le moins, peut le plus. Si nous sommes là, mais vis-à-vis des démocrates, dans leur proposition de révision du code, de modification du code électoral, sur ce sujet particulièrement, avait sollicité qu'on diminue, qu'on ramène ça à 5%, ce seuil d'éligibilité à 5%. Mais nous avons estimé que pour un resserrement au niveau de la multiplication des partis politiques, qui au lieu de rester à 5% ou à 10%, qui est en vigueur jusqu'à aujourd'hui, qu'il faut passer à 20%. Et c'est ce que nous avons fait. Donc c'est un sacrifice que nous devons consentir. Quel problème? C'est pour régler d'abord le problème du nombre des partis politiques désormais dans notre pays. C'est pour favoriser les grands regroupements. Est-ce qu'en l'état, les tests ne sont pas suffisamment déjà corsés? À l'état comment? Le code précédemment modifié avec le seuil d'éligibilité de 10%. Non, pas du tout. Nous estimons que ce n'est pas suffisant pour nous. Ce n'est pas suffisant pour nous parce que nous souhaiterions avoir 3, 4, 5 grands partis politiques dans notre pays. Et nous avons des références. La belle référence, c'est les États-Unis, où s'alternent au sommet de l'État deux grands partis, les démocrates et les républicains. Et en Afrique ici, vous verrez par exemple le Ghana et le Nigeria, où c'est toujours des partis très forts qui s'alternent au pouvoir. C'est parce que précisément, ils ont trouvé eux autres un mécanisme. Et le mécanisme que nous trouvons au Bénin, c'est de voir dans quelle mesure augmenter le seuil d'éligibilité. C'est porté à 20%. On aurait pu aller à 25%. Et peut-être ça va nous donner 2 ou 3 partis au maximum. Voilà.
Mais dans aucun de ces pays que vous venez de citer en exemple, le seuil de représentativité n'est pas si corsé. Vous ne savez pas. Vous n'avez pas lu les tests. Bien sûr, mais ils ont pris des dispositions. On peut vous donner des exemples dans la suite de ces échanges-là, mais on va quand même permettre à votre vis-à-vis, Monsieur Soumaïla Sounon Bouquet, vous êtes membre du groupe parlementaire Les Démocrates sur ce plateau. Vous ne voyez pas en cette loi l'avantage de protéger les partis politiques, comme on le dit? Merci, chers journalistes. Et permettez-moi de saluer le peuple béninois. Et en ce début du mois béni, leur demander de prier beaucoup pour notre nation. Parce que ce mois est béni, certainement, on pourra en tirer profit. Donc, pour venir à votre préoccupation, et le collègue que je respecte bien en web là, tout ce qu'il a énuméré comme exemple de pays où il y a deux partis qui s'alternent au pouvoir. Ce n'est pas de la même manière qu'ils sont arrivés à ce niveau-là. Chez nous, c'est du forcing. C'est du forcing. Cette nouvelle disposition qu'ils ont amenée, ce n'est qu'une disposition pour confirmer l'hégémonie de quelques partis politiques. De quelques, et je dis même quelques, de 3 ou de 2 partis politiques. Ce qui n'est pas bien. Ce qui ne répond pas aux aspirations du peuple béninois. Les aspirations de notre peuple se retrouvent dans le préambule de notre constitution, où nous avons opté pour le système multipartisan. C'est très important de le rappeler. Nous ne pouvons pas naviguer à vue. La boussole du peuple béninois, c'est notre constitution, chers grands frères. Nous ne devons pas nous écarter de ce que la constitution nous prescrit. On ne peut pas forcer un peuple à aller au développement en le privant des fondamentaux de ce que ces textes lui demandent. C'est pas possible. Que je prenne le Ghana, que je prenne le Nigeria qu'il a cité, et les États-Unis, il n'y a pas le parrainage là-bas. D'où vient le parrainage chez nous? On veut copier, on veut aller plus loin que ce qu'on est en train de copier. Je ne suis pas d'accord. Et là encore, rappelez-vous, en 2021, il y a eu 16 parrains pour un duo qui ont fait un score de 3%. 16 parrains élus qui parrainent un duo candidat et qui n'ont fait un résultat de 3%. C'est pas possible. Ça veut dire que notre réforme ne prend pas. On se leurre. Chers journalistes, pour nous, les modifications, c'est-à-dire la retouche que la majorité nous a imposée au niveau du code électoral, n'est qu'un moyen de verrouiller c'est-à-dire la vie politique, que ce soit seulement 3 ou 2 partis. Ce n'est pas parce que nous, les démocrates, nous nous retrouvons dedans qu'on va s'en réjouir. Donc vous retrouvez dans le texte qui est voté? Non, je dis, c'est pas parce que ça ne nous exclut pas. C'est taillé sur mesure sur les démocrates. Vous pensez? C'est clair. Le Béninois lambda, c'est cela. Qu'est-ce qui vous fait penser que c'est un test taillé sur mesure? Il y a plein d'arguments pour le démontrer, chers journalistes. Allez-y. Lorsque je prends le seuil, vous voyez, je voudrais faire un petit développement. Jusqu'à l'heure où on parle sur ce plateau, est-ce que vous avez le nouveau code modifié? La version, je vous demande en tant que journaliste. Vous êtes une institution de contre-pouvoir. J'ai pu consulter par mes sources les dispositions qui ont été touchées. Là, tout à l'heure, vous venez de dire que le nombre de parrains est passé à 20%. Oh, c'est 15%. Il y a problème. Autant pour moi. Donc, c'est 15% des élus. Donc, il y a problème. Jusqu'à l'heure où je parle, mon collègue, s'il peut me démontrer ça, je suis député, jusqu'à l'heure où je parle, je n'ai pas la version, c'est-à-dire originale, la version modifiée de notre code. Et là encore, mon collègue est
membre de la commission des lois. Je vais aller dans un développement un peu plus truc là. Pendant que la commission travaillait, mon cher grand frère n'a pas fait des amendements. Même s'il en a fait, il n'a pas fait sur les points cruciaux. Ce n'est qu'en plénière qu'on demande une suspension de 30 minutes et que mon grand frère nous apporte des modifications du code électoral qui, on ne sait d'où ça sort. Ce qui fait que pour insérer ça dans la loi, ça a pris du temps. Jusqu'à l'heure où je parle, moi, je n'ai pas encore la version originale de notre code révisé. Donc, ça pose problème. Il y a précipitation. Et pour aller plus loin, qu'est-ce qui use, chers journalistes? Nous sommes à 2 ans des élections. C'est quelle urgence on a pour vouloir modifier notre loi fondamentale, pour vouloir modifier, réviser le code sans qu'on ne puisse passer par les préalables. De quel préalable parlez-vous? Qu'il y ait débat autour. Est-ce qu'il n'y a pas eu débat à l'Assemblée? La question du code électoral ne concerne pas que les 3 partis au Parlement. Cela concerne le système partisan. Et au Bénin, nous avons 15 partis politiques. Et quand on parle de la vie politique, il ne s'agit pas seulement des partis politiques. Les confessions religieuses sont dedans. La société civile est concernée. Le peuple lui-même est concerné. Il faut les consulter. Quelle est l'urgence? Pour que ce soit dans une session extraordinaire qu'on veuille réviser notre loi. Est-ce que vous reconnaissez que malgré les nouvelles dispositions que vous trouvez corsées, d'ailleurs, oui, vous avez toujours la possibilité de présenter un candidat pour la présidentielle en 2026? Oui, bon, je dis, nous avons la possibilité, eu égard au calcul méthodique que mes frères ont fait et qu'ils ont dit ouvertement qu'ils vont faire, parce qu'en plénière, mon grand frère a dit qu'ils feront tout pour que nous puissions boire la lyre, je crois, hein, qu'on va boire la lyre, grand frère. Donc, nous sommes en train de constater cela. Ce que nous sommes en train de constater. C'est-à-dire, ils ont corsé de manière à ce qu'on soit dans la juste limite. Avec la nouvelle disposition, on a 28 députés. Il faut 28 députés pour parrainer un candidat. Donc, ça veut dire que... Il faut 28 parrains. Bon, 28 députés parrains. Ou maire. Puisque nous n'avons pas de maire. Donc, il faut 28 parrains. Nous avons 28 parrains. Si jamais un des députés démocrates décide de démissionner du parti les démocrates ne pourront pas avoir de candidat. Or, le système est fait de telle sorte que nous allons... le dépôt des dossiers pour les présidentielles, c'est 180 jours avant. Pour les députés, c'est 75 jours. Si un député sent qu'on ne va pas le positionner, il peut décider de démissionner du parti. Mais il ne perd pas pour autant son titre de député pour parrainer. Ça pose problème. Donc, nous sommes dans la juste limite. Ils ont dit qu'il faut avoir les parrains doivent être issus de 3/5 des élus, des circonscriptions électorales. 3/5, ça fait 15 sur les 24. Nous avons d'élus au niveau de 17. Donc, c'est taillé à juste mesure. D'accord. Alors, Augustin Mouet-Black, est-ce que vous répondez, parce que cet argumentaire, on l'entend depuis que le nouveau code électoral a été adopté, que c'est un test taillé sur mesure. Selon le parti d'opposition, les démocrates, c'est un test exclusif. C'est un test qui n'est pas inclusif, justement. Qu'est-ce que vous répondez à ces allégations, les allégations qui font croire que c'est un test taillé sur mesure? Merci bien, Roman. Il a abordé beaucoup de questions et je voudrais répondre à chacune de ces questions. D'accord. Mais avant, je voudrais dire très clairement à notre ami que tout à l'heure, on parlait des élections des pays de référence pour nous. Nigeria, Ghana, États-Unis. Je prends le cas du Nigeria, du cas des États-Unis. Aux États-Unis, le président des États-Unis n'est pas élu au suffrage direct. Il est élu au travers des grands électeurs. Le système des grands électeurs. C'est exactement la même chose que le parrainage. Parce que, est-ce que depuis 300 ans de démocratie aux États-Unis, vous n'avez jamais appris, au lendemain des élections, que quand
un président ou un parti réuni, les 270, et comment on appelle, grands électeurs, à l'élection véritablement du président investi, qu'il y a une défection, il n'y a pas de transhumance. La transhumance est restée longtemps dans les mœurs au Bénin. Et aujourd'hui, ce que nous venons de faire, c'est pour précisément préserver, protéger des partis politiques. Mais je suis porte-flambeau de mon parti, Union progressiste Le Renouveau, pour les élections législatives ou pour les communales, où finalement je finis par être choisi maire. Et en tant que porte-flambeau de mon parti, Union progressiste Le Renouveau, député, je suis un grand électeur de mon parti. Alors, si je ne fais rien pour protéger le grand électeur que je suis, et que demain, ce qu'il évoque, je sois amené à dire « Ah non, je suis libre de parrainer qui je veux », là, ça veut dire que nous avons des problèmes avec notre système politique. La bonne gouvernance du système politique doit prévaloir plus que tout. Et pour ça, il urge que dès lors que nous avons choisi les grands électeurs, la discipline et la loyauté au sein de mon parti, nous oblige à ce que, dès lors que le parti réunit le nombre suffisant de grands électeurs, qu'il soit assuré de gagner le parti, bien sûr, le pouvoir d'État. Ça veut dire quoi? Je fais une élection en 2026, parce que c'est les élections couplées, législatives et communales de 2026, qui règlent le problème de 2031. Déjà, je vais aux élections en 2026. Élections couplées. Nous avons 80% des maires. Nous contrôlons 80% des communes. Nous contrôlons 80% des députés. D'office, nous pouvons rêver qu'en 2031, mon parti est assuré à 90% d'exercer le pouvoir. C'est ce que ça veut dire. Dans d'autres pays, le temps est trop long. Qu'est-ce que je fais pour protéger mon parti? C'est précisément cette disposition que nous avons introduite dans le code électoral qui protège mon parti. Cela veut dire, le parti, ça peut être les démocrates, ça peut être un autre parti, parmi les 15 qui ne siègent pas aujourd'hui au Parlement. Les démocrates, c'est un parti du peuple. Ils le clament haut et fort. Ils devaient être plus heureux. Ceux qui sont en danger, c'est le BR, c'est l'UP, le Renouveau et peut-être d'autres partis qui ne sont pas encore au Parlement, puisqu'ils disent qu'ils sont le parti du peuple. Donc tout le peuple est avec eux. Donc ça veut dire que c'est eux plutôt qui doivent avoir pitié de nous, qui acceptons de nous sacrifier en corsant, en mettant des dispositions qui donnent plus de possibilités aux partis politiques. Je vais finir pour permettre de faire chose. Il a abordé une question d'amende, comment on appelle, liée au code qui n'est pas modifié, qui n'est pas encore disponible. Ça, c'est un travail légistique. C'est un travail légistique. Je crois qu'au cours de la semaine, la direction des services législatifs doit pouvoir mettre à disposition le document final à transmettre au chef de l'État. Je voudrais aussi dire, et ça c'est la souveraine, il parlait d'une chose qui est, c'est même grave, où il faut aller consulter des fractions du peuple avant de modifier le code électoral, l'outil par lequel nous devons organiser les élections dans notre pays. Mon cher frère, la souveraineté du peuple est exercée par ses représentants élus. Ça, c'est la Constitution qui le dit. Nous représentons le peuple et en tant que tel, chacun a son opinion publique qu'il représente au Parlement. Et lorsqu'on finit, chacun retourne à son opinion pour régler ces questions. Donc je n'ai pas besoin, moi en tant que parti politique, et le Renouveau, d'aller consulter ces opinions avant de modifier le code électoral. Il y a l'Église catholique, avant le vote, si vous permettez, honorable, avant le vote de cette loi au Parlement, il y a l'Église catholique qui est intervenue, il y a également la société civile qui est intervenue pour demander justement que les travaux soient suspendus pour qu'on ait un plus large consensus autour du texte qui sera voté. En gros, on peut faire fi de l'opinion de l'Église catholique et de la société civile. Quelle preuve vous avez de l'intervention de l'Église catholique nous sommes dans un pays laïque. Pardonnez-moi, que l'Église me pardonne, comment vous l'appelez ça,
La conférence épiscopale. La conférence épiscopale me pardonne. Qu'est-ce qu'ils ont à voir? C'est une autorité morale. Une autorité morale, d'accord. Pourquoi les musulmans ne font pas ça? Pourquoi les religions... vous avez apporté moi les preuves, hein, je n'ai rien vu. Et même s'ils le faisaient, moi je ne vois pas en quoi ils ont à s'immiscer. A présenté ça à tous les conseillers. Moi je n'ai pas vu. Le courrier de la société civile, le courrier de la conférence épiscopale. Mon cher frère, je ne sais pas là où nous conduisons notre pays. Je ne sais pas là où nous conduisons véritablement notre pays. Je ne sais pas en quoi. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi ce qui est de l'animation de la vie politique. Vous devez renvoyer ça dans d'autres secteurs de notre vie. Chacun a son couloir. Mon couloir est de légiférer. Je suis là pour légiférer. Je ne suis pas là pour... On m'a déjà mandaté. On m'a déjà choisi pour aller poser ce acte. Et je le fais. Et il n'y a pas... Aujourd'hui, le Bénin est un pays pionnier en matière d'organisation des élections. Et nous devons renforcer le système. Nous sommes davantage avec ce code. Que nous voulons, depuis 2016, on n'a connu aucune élection. Avec ce code que nous voulons de modifier, nous voulons de régler définitivement cette possibilité qui est donnée à notre pays d'organiser sans heurts les élections. Maintenant, s'il y a des gens qui ont intérêt, qui ont des petits conflits, ils doivent répondre devant la loi. Mais je sais, vous savez, ce qui est fait là, c'est d'abord contre l'Union progressiste, le renouveau. Si, à l'étape actuelle, avec ce code électoral, je l'ai dit hier, l'Union progressiste, le renouveau, est un parti qui a des élus partout, sauf dans 2 circonscriptions électorales législatives. Nous sommes absents dans la 13e et la 14e. Ce code, si il arrivait qu'en 2026, nous allons aux élections, et que nous sommes dans la même situation, ça veut dire que l'Union progressiste, le renouveau, ne pourra même pas siéger. On n'aura pas un seul député. Ce qui est mauvais. Mais nous disons qu'il faut le resserrement politique dans notre pays. Ça veut dire que si nous avons voté une loi qui va contre les intérêts même de l'Union progressiste de nouveau, ça veut dire qu'on nous aide, nous autres, à voir dans quelle mesure ça ne va pas contre les intérêts de l'Union progressiste, mon frère. Parce que vous avez à côté trouvé une solution palliative en disant accord de gouvernance qui aussi ne rime pas avec ce que vous-même vous avez adopté en 2019. Chers collègues, vous avez dit qu'il ne devrait pas avoir alliance. Chers collègues, il y a le dossier, si vous permettez, honorable Aronvoy Bla et honorable Sounon Bouquet, il y a le dossier concernant l'accord de gouvernance. On va essayer d'en savoir un peu plus clair, ce qu'on y met, quelles sont les dispositions contenues donc dans cette, on va dire dans cette mesure qui figure désormais dans le nouveau code électoral. Marcel aussi. Oui, on peut laisser poursuivre M. Soumaïla Sounon Bouquet, mais en répondant surtout, en quoi est-ce que vous vous sentez en danger avec ce nouveau code? Voilà, merci, chers journalistes. En réalité, nous, au niveau des démocrates, nous prônons l'inclusivité des élections, la transparence des élections. C'est-à-dire le système c'est-à-dire tu me surveilles, je te surveille au niveau des institutions chargées d'organiser les élections. C'est en ce sens que nous avons proposé une modification de ce même code qui va dans le sens de ce que notre Constitution prône comme fondement. L'inclusivité, la transparence. Mais nos amis d'en face ont choisi créer un système de tamis pour seulement permettre à une certaine classe politique de pouvoir gérer le pays tout le temps. C'est un système dans lequel... Le premier parti du peuple. Nous sommes un parti du peuple. Nous n'avons pas de doute par rapport à ça. Mais M. Aronvoy Bla, rappelez-vous, moi je sais ce que tout le monde sait, les journalistes savent ici ce qui s'est passé en 2021. Pour revenir, en 2019, vous avez inventé le certificat de conformité pour exclure l'opposition. C'est une affirmation. C'est une affirmation. C'est une loi. Vous qui êtes une institution de contre-pouvoir, vous ne savez pas ça? Moi, je le sais. C'est une affirmation. La presse n'est pas une institution de contre-pouvoir. Seule l'Assemblée nationale est une institution de contre-pouvoir. Non, je vous en prie. La presse, la Cour constitutionnelle et l'Assemblée nationale. La presse est un vigile de la démocratie. Non, je vous en prie. C'est pas une institution de contre-pouvoir. Je voudrais dire ceci. Ce code est un code taillé sur mesure.
c'est un code qui ne prône pas l'inclusivité. Parce que dans ce code-là, ils ont mis un certain nombre de dispositions qui ne permettent pas. Par exemple, nous les démocrates, on n'est pas au niveau de la Cour constitutionnelle, ce qui ne devrait pas être. On n'est pas au niveau de la Sénat, ce qui ne devrait pas être. Il faut un code qui permette à tous ceux qui veulent aller aux élections d'avoir quand même un œil sur comment les élections sont gérées. Nous ne demandons pas plus. Que les élections soient inclusives, transparentes. On va les battre. Alors, il n'y a pas de doute. On n'est pas en danger en réalité. On est en danger aussi. Quand une frange de notre société est en danger, nous on est en danger. Lui-même il a dit, nous sommes le parti du peuple. Quand le peuple est brimé, nous on est brimés. Donc en réalité... Et il le confirme bien qu'il faut qu'il se protège en tant que grand électeur. C'est son intérêt qui est en jeu. C'est leur intérêt en tant qu'élu grand électeur qui protège. Il ne protège pas le peuple béninois. Est-ce qu'en l'état aujourd'hui, le parti, les démocrates, ne remplit pas les conditions pour aller aux élections en 2026 et pour évidemment assurer sa pérennité? Ma question n'est pas terminée, s'il vous plaît. Et assurer sa pérennité dans le champ politique. J'ai dit tout à l'heure que la loi est taillée sur mesure pour les démocrates. Nous sommes à la juste, c'est-à-dire au juste niveau. Il suffit d'un petit décalage, les démocrates ont des problèmes. Mais ça, ce n'est pas notre problème, nous. Parce que nous disons que la Cour, certainement, va refuser ce code tripartite-là. Si la Cour demeure toujours celle que nous connaissions entre-temps. Mais c'est la même Cour qui vous a donné raison. Est-ce que la Cour, on va dire, l'appréciation portée sur la Cour est à géométrie variable en fonction des décisions qu'elle rend en votre faveur ou non? Non, c'est pas ça. La Cour, vous savez, elle a eu à donner des décisions par rapport à des situations similaires. C'est ce que je suis en train de dire. D'accord. La Cour a rendu des décisions par rapport à des situations similaires où elle a dit qu'elle ne va pas aller dans le fond de ce que c'est-à-dire le législateur a légiféré, mais qu'elle doit vérifier la conformité. Très bien. Monsieur Renvoy-Blard, quel taux de suffrage votre parti UPR a pu obtenir lors des législatives dernières dans votre circonscription électorale? Le taux dans ma circonscription de l'Union progressive de Renouveau, oui, dans mon tour, on est autour de 37%. Avez-vous une idée approximative des circonscriptions dans lesquelles l'UP Le Renouveau a pu obtenir 20% en 2023? Ce qui est évident, il faut que je réponde à une question, parce que je n'ai pas le temps. Non, c'est important. Tout à l'heure, il a dit une chose qui me paraît dangereuse. Le code la protège précisément les partis politiques qui enlèvent les sièges et qui pourraient utiliser ces sièges de députés ou de maires pour parrainer un candidat à l'intérieur du parti. Ce qui me dit, c'est à croire un instant que les députés de les démocrates ne sont pas aussi disciplinés et loyaux vis-à-vis de leur parti, ne sont pas de vrais militants et qui à tout moment ils peuvent échapper à leur parti. Mais nous, ce que nous avons fait là, c'est pour les protéger. Et nous disons, le compteur est à 0 en 2026. Le compteur étant à 0 en 2026, les 3, 4, 5 ou 15 partis politiques de notre pays partent sur les mêmes bases pour conquérir des sièges. Nous sommes d'accord. Donc il n'y a pas de raison pour qu'on croie un instant que quelque chose est taillé sur mesure. Rappelez que c'est les élus de maintenant qui parrainent. Ça, c'est les présidentielles. Ça, c'est la présidentielle. C'est la présidentielle. Mais oui, beaucoup ne le comprennent pas toujours. Non, non, non. Les élections majeures, les plus importantes, c'est l'élection couplée. Les élections couplées, législatives et communales. Les 15 partis sont à même de concourir, de compétir. Alors, je ne sais pas là où il y a de l'exclusion. Bien au contraire. Étant donné que nous avons déjà réglé le problème de transparence dans les urnes, où on ne peut plus tricher dans notre pays. Donc ça veut dire que les 15 partis, seuls les partis capables de gagner l'estime de l'électorat pourraient enlever les sièges. Et c'est de ça qu'il est question. Et lui, en tant que parti du peuple, il devait être heureux
d'être capable d'enlever peut-être les 90% des sièges. Très bien. Mais vous, en tant que membre d'un parti de la majorité, on vous a vu lors des débats parlementaires récents sur ce nouveau code-là promettre dans peut-être ce qu'on peut appeler presque une menace, le BR, Bloc républicain, et les démocrates, de travailler jusqu'à avoir 80%. Absolument, je confirme encore. Sur quoi comptez-vous? Je compte sur le fait que nous allons couvrir tout le territoire. Et nous travaillons pour ça. Le parti Union progressiste de Renouveau travaille de façon inlassable, pour enlever suffisamment de sièges et montrer que nous sommes un parti hégémonique en République du Bénin. C'est dans la théorie que certains te disent être parti du peuple, parti de ci, parti de ça, et ils ont peur encore. Ils sont partis du peuple. Alors on veut consulter ce peuple pour enlever les sièges bientôt, étant donné que le compteur serait à 0. Alors de quoi avons-nous peur? Monsieur Souno Bouquet, de quoi avez-vous peur? Je voudrais dire ceci à mon grand frère. Lorsque vous dites que tous les partis politiques doivent avoir 20% dans chacune des circonscriptions électorales pour être dans la distribution des chaises, il y a problème. Laissez-moi finir. Cette mesure, quand c'était déjà à 10%, a montré ses insuffisances. Aujourd'hui, à Porte-Nouveau, ceux qui sont en train de diriger la commune de Porte-Nouveau ne sont pas ceux que la population de Porte-Nouveau a choisi. C'est pas normal. Pourquoi on va renforcer cette injustice-là? Vous êtes en train de légitimer l'illégalité des élus parce que vous avez dit que votre parti, l'UP, n'a pas d'élus dans 2 circonscriptions. Je suppose que nous allons aux élections et que un parti fasse tout possible pour seulement avoir tous les élus d'une circonscription. D'accord? Dans ce cas-là, tous les partis tombent. Parce que tous les autres partis n'auraient pas eu d'élus dans cette circonscription, mais ce parti aussi aura que d'élus que dans cette circonscription. Tous les partis vont tomber au Bénin. On va réorganiser les élections? Ce n'est pas possible. Non, je vous en prie. C'est une éventualité. Non, non, non. C'est une éventualité. Mais par exemple, lorsque vous prenez des partis forts, Monsieur Ahongo Ebla, de vous à moi, si on vous fait candidat à Parakou, vous serez élu? Pourquoi je vais être candidat? Non, quand c'est un parti fort, on n'a pas besoin d'être dans sa circonscription pour être élu. Monsieur Eman, laissez-moi finir. Monsieur Eman, en politique, il n'y a pas de règles. Non, je vous en prie, laissez-moi finir. Le leadership et la popularité qui comptent. Je ne peux pas être d'une région où je suis né, où je travaille, où je vis. C'est ça la notion de parti fort. Au bout de vous me demandez d'aller. Vous êtes en mesure d'être élu. Non, ce n'est pas ça. On va permettre à l'honorable laissez-moi finir. D'aller au bout de ses idées. Ok, allez-y. Lorsqu'on prône la notion de parti fort, c'est ça. Être capable de quitter sa circonscription pour aller ailleurs pour être élu. Ce qui n'est pas possible dans votre cas. Et, cher grand frère, lorsque vous parliez de... Vous allez faire l'effort pour que 80% des élus... Je sais que vous portez la parole de quelqu'un. Parce que vous, en tant que... La parole de qui? De quelqu'un. Qui c'est qui la Le président de la République. Ah bon? Si Ahongo Ebla, mon grand frère honorable, a la possibilité de faire pour que son parti ait 80% des élus, c'est qu'il pourrait être président de la République. Voilà que je sais qu'il ne peut même pas avoir 5 élus dans sa zone. Donc, en parlant, il est en train de porter la voix de quelqu'un. Et je voudrais revenir à ce que mon grand frère vient de dire tout à l'heure, que nous, au niveau des démocrates, on n'est pas, c'est-à-dire, nous sommes des élus qui ne respectent pas la ligne de conduite de notre parti, qu'on peut faire défection. Non, c'est une éventualité que j'ai évoquée. Mais c'est chez eux que la chose s'est fait montrer. Le chef d'orchestre dit, je ne veux pas réviser la Constitution, et les autres disent, on veut réviser la Constitution. Ça, c'est un. Après, le chef d'orchestre dit clairement, lui veut que ce soit les élus de 2026 qui parrainent. Et finalement, la troupe qui est derrière lui vient dire c'est 2023. Finalement, chez vous, vous ne suivez pas ce que votre chef dit. C'est pas bien. Et nous, on a respecté sa volonté. Il a dit qu'il ne veut pas qu'une virgule de la Constitution soit déplacée. Nous, on a respecté cette volonté-là. Honorable Ahongo Ebla, qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet? Et on profite justement pour parler derrière du principe d'accord de gouvernance. Qu'est-ce que vous y mettez? D'abord, mon collègue et chef frère fait de la politique. Il fait de la politique politicienne.
Oui, moi j'ai dit la vérité crue. Oui, je suis... Moi je préfère la folie des passions à la sagesse de l'indifférence. On vous a d'ailleurs vu dans vos déclarations tonitruantes à l'hémicycle lors du débat général. Oh, voilà. Non, et d'aucuns ont pu penser que justement ce texte a été voté en guise de représailles aux députés, les démocrates qui ont voté à l'unanimité. Qu'est-ce que vous répondez justement à ces allégations qui essaiment dans l'opinion? C'est faux. Donc ce n'était pas vindicatif. C'est sorti, pas du tout, c'était pas vindicatif, il s'est sorti de ce contexte. D'accord. C'est qu'est évident, moi en tant que dirigeant d'un parti politique, je dois dire, mon objectif est de gagner, même au besoin, les 100% des voix, des sièges mis en jeu. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est mon rôle. Je dois travailler à gagner à 100% tout ce qui est mis en jeu. Et c'est pour ça que je dis, et je répète, l'Union progressive de renouveau travaillera à obtenir 80% des élus députés et contrôler 80% des communes. Je répète encore ici. Et nous travaillons pour ça. Nous ne travaillons pas avec la rue. En fait, il y a certains partis qui ont décidé de gérer leur parti au travers des réseaux sociaux, au travers de la rue, au travers de l'opinion totalement inacceptable. Et en ce moment, on ne peut s'attendre qu'à des représailles et vous allez sortir gros gens comme devant. Moi, je voudrais inviter les partis politiques. Aujourd'hui, tout est à plat. Hein. Tout est à plat. Nous sommes tous exposés. Tous les partis politiques qui peuvent aller aux élections, tous ces partis politiques sont exposés. Donc ça ne veut pas, ça veut dire quoi? C'est comment chacun s'organise qui pourra essayer de gagner les élections et siéger véritablement. On a encore 2 petites minutes pour clore ce plateau. Malheureusement, il sera à 7 heures. Qu'est-ce que vous mettez dans l'accord de gouvernance que d'aucuns soupçonnent comme une version remodelée donc, de l'Alliance? Je vais dire, en prenant même l'exemple de mon vis-à-vis. Cher Herman, les démocrates ont exactement la même idéologie que l'Union progressive de renouveau. Qu'est-ce qui dit que demain, ce ne serait pas une alliance, une coalition entre les démocrates et l'Union progressiste le renouveau pour aller à cette élection? Ça veut dire quoi? Lorsque nous parlons d'accord de gouvernance, ça veut dire que les démocrates et l'UP le renouveau décident, une fois les sièges enlevés, d'être ensemble au Parlement pour gouverner au Parlement. Le pouvoir législatif serait géré par les deux partis. Alors, le bonus dit, dès lors que nous avons signé cet accord de gouvernance, et on a fait connaître aussi à la Sénat que LD et UP le renouveau sont ensemble prochainement, au lendemain des élections, pour travailler ensemble au Parlement, ça veut dire qu'au lieu que l'UP le renouveau seul ait 20%, si lui il a 10% et que j'ai 10%, ça veut dire que la somme, la résultante me donne les 20%. Mais si entre-temps nous étions 3, j'ai 10%, il a 8% et le troisième parti en accord à 7%, même si ça fait 25% la somme, ça veut dire que les deux tombent et moi aussi je tombe malgré que j'ai réuni les 10%. Donc il faut tout faire pour que, véritablement, lorsqu'un accord de gouvernance, si on se met ensemble, il faut que chacun essaie de travailler dans son couloir et obtenir au moins toujours les 10%, qui est le seuil de représentativité. Le temps, malheureusement, vous avez abordé cette question à la dernière minute et on ne pourra pas expliquer ce que les gens vont retenir, ne serait pas assez consistant pour comprendre à quintessence. On aura d'autres occasions. On aura d'autres occasions pour revenir sur le principe d'accord de gouvernance pour évidemment permettre aux téléspectateurs d'appréhender davantage de quoi il s'agit. Alors, honorable Soumaïla, au regard des nouvelles dispositions qui sont contenues dans le nouveau code électoral, est-ce que finalement, il ne serait pas plus sage pour le parti les démocrates, pourquoi pas, de prendre acte et de travailler pour évidemment aller lever des sièges qu'il faut pour serrer les rangs, comme on le dit? Oui, merci, monsieur le journaliste. En fait, nous, on n'a pas peur. Si les élections sont transparentes, nous n'avons pas du tout peur. Je ne sais même pas si l'UP ou bien le BR peuvent avoir un maire si les élections sont transparentes. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, s'ils refusent que les élections soient transparentes, c'est pas un problème. On va y arriver un jour. De toutes les façons, ce que les démocrates réclament,
c'est l'inclusivité, la transparence des élections. Ce qui n'a jamais été le cas depuis 2019. Ce code vient encore corser davantage tout ce qui avait déjà été mis en place pour essayer d'aboutir à leur fin. Au finish, on amène souvent, c'est-à-dire on nous amène vers un lendemain incertain. Moi, je voudrais dire ceci. Ce sera votre mot de la fin. Oui, je voudrais dire ceci, que les gens se mettent en tête qu'aucun forcing ne sera plus possible dans ce Bénin-là. D'accord. Aucun forcing ne sera plus possible. Monsieur Renouebla, savez-vous qu'il peut arriver que dans une circonscription, tout le monde tombe? Absolument. Mais qu'est-ce qu'on fait? Donc tous les partis tombent. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment? moment? On va aviser. Nous avons le code n'a rien prévu nous avons des organes de régulation. Nous avons des organes de régulation que pourraient être... Une dernière question pour finir. À quel taux de participation l'élection est-elle valide? Ce code s'y est-il penché? Le taux de participation, oui. Non, le code ne s'est pas penché sur le taux de participation. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Honorable Renouebla, qu'est-ce que vous avez envie de dire pour clore ce plateau qui s'est déroulé plus ou moins dans la fraternité, dans la cordialité? Oui, et cher Raymond, moi je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que le Bénin avance. Le Bénin avance et nous devons continuer à travailler pour ça. Il y aura des grincements dedans, comme il l'a si bien dit. Mais c'est un pays aujourd'hui, je le répète, un pays pionnier. Pionnier dans le concert des nations de démocratie. Le Bénin est devenu un pays pionnier que certains pays voudraient copier. Ce que nous venons de faire, c'est dans 20 ans, qu'on se rendra compte de ce que ces gens-là avaient fait en son temps, c'est des zéros en réalité. Et je souhaiterais être toujours vivant en ce moment pour voir comment le peuple va acclamer. D'accord. Merci beaucoup donc à vous, Augustin Renouebla, vous êtes député Union Progressiste Le Renouveau. Merci également Soumaïla Sounon Bouquet, vous êtes député du Parti Les Démocrates. Merci d'être venu faire le débat matinal avec nous sur 5 sur 7 matin pour évidemment apporter des éclairages au peuple, aux téléspectateurs en ce qui concerne ce nouveau code électoral qui a été donc adopté au Parlement mercredi dernier. Nous n'avons pas pu aborder tous les points qui sont inscrits parce qu'il y a beaucoup de points, il fallait les décortiquer les uns après les autres. On fera un autre plateau au besoin bien sûr pour continuer par débriefer ce code en attendant qu'il passe le filtre de la Cour constitutionnelle pour être promulgué enfin par le chef de l'État, le président Patrice Talon. 5 sur 7 matin, tout de suite et maintenant, Jennifer Sativi pour le premier grand format de l'actualité sur la télévision nationale, le bulletin d'information.